Tenue du 32e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le point des axes marquant les assises dans ce journal. Abdelaziz Bouteflika sera candidat à la présidentielle d'avril prochain en Algérie. Le chef de l'État briguera un 5e mandat. Puis au Venezuela, Juan Guaido a averti les forces armées que bloquer l'aide est un crime contre l'humanité. Ravi de vous retrouver en ce début de semaine. Bonjour et bienvenue à chacun et à tous. Je l'annonçais en titre, en Éthiopie, le 32e sommet de l'Union africaine a été marqué par le passage de relais entre le président rwandais Paul Kagame et l'Égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Ce poids lourd en quête d'influence sur le continent africain, soupçonné de vouloir freiner l'élan intégrationniste lancé par Kagame, s'est voulu rassurant sur ses intentions au sein de l'UA. Ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. Voici les images. L'Union africaine tourne la page Kagame et ouvre celle égyptienne. La présidence de l'organisation est désormais aux mains du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Il a officiellement pris la présidence tournante de l'Union africaine lors de la cérémonie d'ouverture du sommet prévue pour durer 2 jours. À l'occasion, Abdel Fattah al-Sisi a dévoilé les 3 axes de sa présidence. Il s'agit de développer les infrastructures, d'accélérer l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale africaine et de créer des emplois aussi pour la jeunesse du continent. Malgré nos efforts inlassables pour endiguer les conflits sur notre continent et notre plan ambitieux visant à faire taire les armes sur tout le continent d'ici 2020, vous savez tous que le chemin qui nous attend est encore long pour mettre fin à tous les combats en Afrique. Le choix du président Abdel Fattah al-Sisi comme nouveau président de l'Union africaine n'est pas bien perçu par les défenseurs des droits de l'homme. Amnesty International a exprimé ses craintes quant à l'impact de sa présidence sur les mécanismes d'évaluation des droits humains en Afrique, accusant l'Égypte d'avoir mené ces dernières années des attaques politiques haineuses contre la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Outre la passation de charges entre Kagame et Sisi, ce sommet a également été l'occasion de désigner le prochain président de l'Union africaine en 2020. Il s'agira de l'Afrique du Sud. Les assises ont aussi été marquées par la première participation de 2 présidents fraîchement élus, Andry Rajoelina pour Madagascar et Félix Tshisekedi pour la République démocratique du Congo. Présent au 32e sommet de l'UA à Addis Abeba en Éthiopie, le président ivoirien Alassane Ouattara, invité Afrique de RFI, est revenu pour la première fois sur la démission de Guillaume Soro de la présidence de l'Assemblée nationale ivoirienne. Il s'est également prononcé sur l'acquittement de Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale ainsi que sur l'élection controversée de Félix Tshisekedi en République démocratique du Congo. Tout en refusant de commenter l'acquittement en première instance de l'ancien président Laurent Gbagbo par la Cour pénale internationale en janvier dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara s'est interrogé sur la responsabilité des morts lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Aucune réaction de ma part. C'est un procès qui continue. Quelqu'un doit bien être responsable de ces 3000 morts. J'espère que la justice fera la lumière sur cela. C'est ce que les victimes demandent, a déclaré Alassane Ouattara lors d'une interview à Radio France Internationale depuis Addis Abeba, diffusée lundi. Nous continuons nos enquêtes pour savoir ceux qui sont responsables, a précisé Alassane Ouattara, qui a toutefois accordé en août une amnistie à quelques 800 Ivoiriens, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, poursuivie ou condamnée dans le cadre de la crise ivoirienne. Le président a refuté toute pression de la Côte d'Ivoire sur la Cour pénale internationale dans le but de prolonger la détention ou le procès de Laurent Gbagbo. En ce qui concerne la démission de Guillaume Soro de son poste de président de l'Assemblée nationale, le président Alassane Ouattara a déclaré que c'est son choix, sa liberté. J'ai dit que tout le monde peut être candidat. Par conséquent, la Constitution l'autorise à le faire et il n'est pas question pour moi
d'empêcher la candidature de qui que ce soit, comme certains ont tenté de le faire par le passé, a-t-il ajouté. Pour finir, Alassane Ouattara a affirmé qu'il souhaite que la présidentielle de 2020 se passe comme en 2015. Il y a presque un an, une écolière nigériane, Léa Charibou, a été enlevée par la secte islamiste Boko Haram. Lors d'une conférence de presse, sa mère a appelé à sa libération et demandé au président Buhari de tenir sa promesse de faire libérer Léa. Suivons. Ça fait presque un an qu'elle est en captivité. Je supplie le gouvernement de ne pas oublier les promesses qu'ils nous ont faites. Le président m'a téléphoné et m'a assuré qu'il ferait tout son possible pour le retour de Léa et si Dieu le veut, elle reviendra. Il m'a envoyé des messages 3 fois quand j'étais à Dapchi et il nous encourageait à ce que Léa revienne avec la volonté de Dieu. Nous voulons lancer un appel au gouvernement fédéral, comme la mère de Léa l'a fait, pour que, sur la base des promesses qu'ils ont faites, ils fassent tout leur possible pour que Léa soit remise en liberté. J'ai toujours confiance et j'espère que Léa sera libérée de captivité avant le 19 février. Léa should be released from captivity before the 19th of February. L'histoire de Léa est un exemple incroyable de défense de sa foi et elle l'a fait malgré la captivité et le danger. Lorsqu'on lui a demandé de renoncer au Christ, elle a refusé et c'est cette bravoure et cette intégrité qui ont inspiré la Fondation Léa à défendre des filles comme Léa et à leur donner les moyens de se prendre en main aujourd'hui. Ce journal se poursuit au Mali. Des dirigeants religieux ont réclamé ce dimanche à Bamako la fin de la mal-gouvernance et de la dépravation des mœurs. Devant une foule de 60 000 personnes, ils ont également appelé au départ du Premier ministre, auquel ils reprochent notamment une approche laxiste de l'homosexualité, question taboue dans ce pays très majoritairement musulman. Reportage. À l'appel de l'influent président du Haut Conseil islamique du Mali, l'imam Mahmoud Dicko, et du shérif de Nioro, Boye Haïdara, un dirigeant religieux musulman très respecté, les travées du stade du 26 mars, le plus grand de la capitale Bamako, se sont remplies dès le début de la matinée de dimanche. En compagnie de plusieurs dizaines de milliers de partisans, Mahmoud Dicko a dénoncé la malgouvernance du gouvernement malien. Il a également demandé la démission immédiate du Premier ministre Soumaïla Boubèye Maïga, que les milieux religieux ont critiqué lors d'une récente controverse, née d'un projet de manuel scolaire d'éducation sexuelle, prônant une approche tolérante de la question de l'homosexualité. Le ministre qui est à la tête du gouvernement doit démissionner. Avant, ils se cachaient pour le faire. À présent, ils le font en flagrance. Il s'agit des homosexuels, lesbiennes et de toutes ces personnes maudites. Mais comment on peut imaginer que dans notre pays, que l'on dise que cela sera enseigné aux enfants dans les écoles? Non. Non. Tout cela doit s'arrêter obligatoirement dans le pays. Il n'y a plus de sécurité dans le pays. On aurait dit qu'il n'y a pas de président dans le pays. Né dans la région de Tombouctou et formé notamment en Arabie Saoudite, l'imam Dicko a été impliqué dans des efforts de médiation pour résoudre la crise née lorsque le nord du Mali était tombé aux mains des djihadistes en 2012. Pour son meeting, l'imam Dicko, qui entretient des relations en dents de scie avec le chef de l'État malien, a refusé l'aide financière de 50 millions de francs CFA proposée par le gouvernement, qui aurait selon lui vidé de sa substance le rassemblement, ses proches dénonçant une tentative de récupération. Nous le disions en titre, en Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé ce dimanche qu'il briguerait un 5e mandat lors de la présidentielle du 18 avril prochain. Et ce, malgré des problèmes de santé qui l'ont considérablement affaibli. Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir en Algérie depuis 2 décennies, a mis fin ce dimanche à des mois de spéculation en annonçant qu'il briguerait un 5e mandat en avril prochain. Systématiquement réélu au premier tour avec plus de 80% des voix,
le chef de l'État qui a annoncé sa candidature à la présidentielle du 18 avril prochain dans un message à la nation diffusé par l'agence officielle APS, sera le grandissime favori du scrutin. À moins d'un mois de la clôture officielle de candidature, le 3 mars à minuit, l'annonce met un terme aux spéculations entretenues par le silence du président sur ses intentions, malgré les appels insistants de son camp depuis près d'un an à ce qu'il se représente. Cette candidature semblait toutefois acquise depuis une semaine, la coalition des 4 partis qui le soutiennent l'ayant désigné le 2 février dernier comme leur candidat. S'il est élu, Abdelaziz Bouteflika assure qu'il mettra sur pied une conférence nationale inclusive dont l'objectif sera l'élaboration d'une plateforme politique, économique et sociale, voire de proposer un enrichissement de la Constitution, indique l'APS sans autre précision. Affaibli par les séquelles d'un AVC dont il a été victime en 2013, le chef de l'État algérien n'apparaît que rarement et ne s'exprime plus en public. Et pour finir, au Venezuela, le leader de l'opposition Juan Guaidó a accusé ce dimanche ceux qui bloquent l'entrée de l'aide humanitaire dans le pays d'être presque des génocidaires. Il avertit les forces armées que bloquer l'aide est un crime contre l'humanité. Voici les précisions. L'opposant Juan Guaidó, reconnu par une cinquantaine de pays comme président intérimaire du Venezuela, a averti ce dimanche les militaires qu'empêcher l'entrée de l'aide humanitaire stockée en Colombie fait d'eux des quasi-génocidaires, car c'est un crime contre l'humanité. Plusieurs tonnes d'aliments et de médicaments envoyés des États-Unis sont stockés depuis jeudi dernier dans les entrepôts aménagés à Cúcuta, en Colombie, près du pont international de Tienditas, barré par des militaires vénézuéliens avec 2 conteneurs et une citerne. L'aide humanitaire n'est pas un nom. Elle a un visage, ce sont des familles, ce sont des noms qui nous interpellent. Je comprends qu'ils veulent bloquer cet élément parce que ça en fait des assassins. Ça les rend presque génocidaires. Nous parlons de manière très claire et décisive et nous donnons l'ordre aux forces armées de permettre l'entrée de l'aide humanitaire afin de sauver des vies au Venezuela. C'est à vous de ne pas continuer à vous ridiculiser en suivant les ordres de Miraflores, mais plutôt, comme cela a toujours existé, de sauver l'honneur des forces armées, d'affirmer la fierté de l'uniforme qui a libéré les nations. L'opposant Juan Guaidó a à nouveau appelé à une marche mardi, journée de la jeunesse en mémoire des morts lors de précédentes mobilisations et pour exiger l'entrée de l'aide humanitaire. Pour sa part, Nicolás Maduro a affirmé que l'urgence humanitaire est fabriquée depuis Washington pour intervenir au Venezuela. Le président socialiste qualifie l'envoi de l'aide de show politique et attribue la responsabilité de la pénurie d'aliments et de médicaments aux sanctions imposées par les États-Unis. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain.